De retour en plateau ce matin, non pas pour prendre notre spécialiste économie en direct au téléphone comme annoncé, mais plutôt pour faire le débat. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, eh bien, on a deux sujets à évoquer. On parlera d'abord de la crise au niveau donc, de la Commission béninoise des droits de l'homme. On dira peut-être certainement que les droits de l'homme sont en berne. En tout cas, la Commission est en berne et ses travaux en berne actuellement. On dira aussi deux mots sur la situation à Gaza là-bas, à protéger vos têtes. Il pleut des bombes et surtout il siffle des balles là-bas. Si vous voulez vous y rendre, mettez bien votre casque solidement. Je ne sais pas si ça va vous protéger. Allez les gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'être là. On va commencer par parler donc de la crise, la situation au niveau donc de la CBDH. J'avoue que la situation ne date pas vraiment de lundi dernier. Cela couvait bien depuis longtemps. On a eu juste l'explosion le lundi dernier avec cette décision de révocation décidée par la grande majorité des membres de la commission contre donc le président. Comment est-ce que vous comprenez tout cet imbroglio-là, Eric? Bon, comme vous l'avez relevé, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, à la commission, on a plus des problèmes à l'interne au niveau des membres de la commission que des problèmes qui se posent, qui pèsent sur les questions des droits humains. Effectivement, nous avons lu que le président a été révoqué par la majorité des membres de cette commission pour des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, là où la confusion s'installe, c'est que quand vous interrogez le président, il vous dit que lui n'a pas connaissance de la tenue d'une assemblée générale, qui aurait même pris des décisions dans le sens de sa révocation. Donc, je pense que c'est un problème qui existe aujourd'hui. Qui est le président à la date d'aujourd'hui de la Commission des droits de l'homme? C'est une question qu'on se pose. Tant que du côté du président, il continue par contester la décision des membres de la commission, qui, à leur niveau, estiment qu'il lui est reproché des faits de conflit d'intérêts. On cite également dans les passations de marchés publics, de dilapidation des fonds de la commission, puis abus d'autorité et de fonction. Ça n'est pas rien et on peut s'étonner déjà, ne serait-ce qu'à l'image de cette commission, quand on évoque ne serait-ce que ces faits, qui pour l'instant sont des faits présumés. Cela vraiment entache suffisamment un grave, peu vraiment l'image de cette commission qui est quand même censée non seulement donner le bon exemple, mais défendre, n'est-ce pas, je crois qu'elle est compétente en matière donc, je dois dire, de constatation de violation des droits des libertés, des droits de l'homme de façon générale, et pas de bonne gestion non, de ressources financières. William, allez, je blague là. Non, vous savez que la base même du sous-développement des États comme les nôtres, c'est la corruption, c'est la mauvaise répartition équitable de la richesse nationale, c'est la malgouvernance financière, la mauvaise gestion des ressources. Donc, une institution nationale des droits de l'homme, comme nous en avons aujourd'hui au statut A, vu par les Nations Unies, devrait être l'exemple, la vitrine même de ce qui est l'éthique en matière de gouvernance publique, la morale et l'éthique dans la gestion de la chose commune. Vous savez, les faits allégués contre le président Kakoshishi à la Commission béninoise des droits de l'homme sont crevent à l'œil. Hein. Les différents faits qui lui sont reprochés, carrément un clientélisme dans son entourage, une certaine affinité avec la PRMP, c'est ce qu'allèguent 8 de ses collègues. Quand on sait qu'ils sont 10, 8 l'ont révoqué presque unanimement. Il y a une qui s'est absentée à l'Assemblée générale et lui-même qui n'y était pas. Au même moment, le président dit que ce sont des faits antérieurs, que ce qui est né à l'Assemblée générale du 22 septembre n'était que la face visible de l'iceberg. C'est Fraternité qui nous le dit. Lui-même, je n'ai pas pu avoir sa version. D'ailleurs au téléphone. Justement, Fraternité nous informe qu'il a produit un mémorandum dans lequel il disait déjà que précédemment, parce que les membres de la commission n'ont pas, n'ont pas accédé
à des amendements qu'il aurait fait et qu'en retour, le garde des Sceaux, l'ex-garde des Sceaux, c'est bien que l'homme n'a pas accédé à des amendements que les membres de la commission, les commissaires ont fait sur le projet d'extension des prérogatives de la loi de la Commission béninoise des droits de l'homme, un conflit d'intérêts est né entre eux. Les commissaires, eux, vous diront que lui tout seul du moins, est resté dans son bureau et a modifié les amendements que le garde des Sceaux aurait validés, leur promettant qu'en dernier ressort, il y aurait, pendant que le projet de loi serait en voie d'être introduit à l'Assemblée nationale, il y aurait maintenant une certaine prise en compte de leur amendement. Bref, pour Clément Kako-Tchitchi, c'est cette situation antérieure qui fait qu'aujourd'hui, on le tient par les bottes. Mais les situations, les faits qui lui sont reprochés sont d'une nature qui un peu décrédibilise l'institution. Ils font actuellement 5 ans, ils sont là depuis 2018, ils ont fait un travail extrêmement remarquable. C'est vrai que nous ne nous attendions pas à cette crise, on s'attendait plutôt au rapport de 2022. Les précédents rapports ont relevé avec tellement de justesse les violations des droits de l'homme en République du Bénin. Aux Nations Unies, ils sont partis du statut C au statut A. Ils sont devenus une institution nationale des droits de l'homme vraiment reconnue. C'était compliqué d'entendre au Bénin qu'une institution de l'État... On va examiner tout le bilan tout à l'heure de cette commission-là, mais en attendant, constatons que la crise est là et cherchons à comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que c'est un dialogue de sous-franc, le président qui allègue autre chose, pardon, les commissaires qui disent autre chose. On a l'impression que véritablement personne ne nous dit concrètement ce qui se passe pour qu'on en arrive justement à cette crise-là. Sauf que les commissaires qui ont révoqué Clément Kako-Tchitchi ont évoqué 2 articles. L'article 11 de la loi 2012-36 du 17 décembre 2012 et qui énumère les conditions dans lesquelles on peut révoquer un président, en tout cas un commissaire de cette structure-là. Et lorsque vous lisez cet article, il y a tellement de conditions que les commissaires aujourd'hui frondeurs ou les commissaires qui ont décidé de révoquer leurs collègues, leur président, se retrouvent dedans. Ensuite, ils ont évoqué l'article 19 du règlement intérieur qui dit que toutes les décisions qui sont prises par la commission engagent totalement et entièrement les membres de la commission. Cela voudra dire que si vous cautionnez des actes peu orthodoxes aujourd'hui, lorsque par exemple on va interpeller le président Kako-Tchitchi, on peut vous appeler un matin ou un soir pour dire venez répondre, c'est-à-dire que la responsabilité en grise est collégiale. De la voilà. décision. Donc, oui. lorsque vous lisez tout ça de façon profonde et vous faites une lecture croisée des articles 19, de l'article 19 du règlement intérieur, de l'article 11 de cette loi qui a créé la CBDH, il y a de quoi que ces commissaires-là s'inquiètent un peu de la gestion. Parce que j'ai pu échanger avec des commissaires qui ont révoqué, qui m'ont dit que la situation telle que l'a décrit tout à l'heure William ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs tentatives, il a affleuré plusieurs tentatives de révocation. Mais ils se sont dit, ça va s'améliorer. Mais ça allait de jour en jour, disons, de façon... Ça sentait de plus en plus mauvais. Donc ils ont pris leurs responsabilités pour le révoquer. Mais de l'autre côté, j'en aurais fini, le président lui dit qu'il n'a jamais eu d'AG. Les autres ont dit qu'il y a un procès verbal qui est... Le président annonce que, sentant, comme le laboureur, sentant sa mort venir, il est allé voir un juge qui, parce qu'on annonçait justement une AG, il est allé voir un juge qui lui a proposé une décision, en tout cas, qui interdit la tenue d'AG parce qu'il y a une instance, enfin une décision qui est attendue de la Cour constitutionnelle, je crois normalement demain, qui devrait se prononcer sur la situation avant que l'AG ne se tienne. Donc je crois que c'est de cette décision qu'il se prévaut pour contester justement la tenue de cette AG-là. Oui, il faut questionner le règlement intérieur pour savoir que si la décision du juge peut suspendre les activités, parce que l'AG pour révoquer, ça fait partie des quelle que soit la nature de votre institution, dès lors que le dossier va devant un juge qui dit attendez d'abord qu'on voit clair avant de trancher. Je crois que ça devrait être toute activité. Nous ne sommes pas en exception de la constitutionnalité. Je ne pense pas. Nous ne sommes pas. Très rapidement sur ce détail. Je pense que nous ne sommes pas en exception
d'inconstitutionnalité. Parce que ce n'est pas une procédure qui a été enclenchée outre mesure. Et c'est là que je doute que l'AG soit valable. Parce que lorsque des commissaires, presque à l'unanimité, vous révoquent pendant que vous avez déposé un recours devant le juge constitutionnel et que nous n'étions pas en procédure judiciaire. Parce que le cas où je sais que la procédure devant le juge constitutionnel interrompt et suspend la procédure, toute autre procédure, c'est quand la procédure judiciaire est enclenchée. Oui, est-ce que c'est le cas actuellement? S'il est allé voir un juge. Est-ce que c'est le cas actuellement? S'il est allé voir un juge, est-ce qu'une procédure est engagée dans ce cas? S'il a une décision d'un juge, je crois qu'il y a une procédure qui est engagée. Si en tout cas, on verra bien quelle est la tournure que cela prendra au terme de la journée de demain. Enfin, espérons que la Cour constitutionnelle ne va pas reporter comme elle en a l'habitude. Allez, les commissaires sont allés un peu plus loin dans leur décision, en lui arrachant carrément même le statut de membre de la commission. Eric, est-ce qu'ils n'exagèrent pas? Oui, ils se sont basés sur les faits qu'ils reprochent au président. Je pense que pour le président, pour moi, avec toute l'importance que nous donnons à cette commission, William l'a rappelé, avec ce parcours, on nous a classés dans la catégorie A, qui nous positionne comme une commission sérieuse, en mesure de défendre les questions des droits humains de chaque Béninois. La question aujourd'hui, en termes d'image, d'éthique pour le président, c'est de faire en sorte que tout ce qui pèse sur lui, qu'on éclaire ça. Et je pense qu'après, in fine, il pourra retrouver son fauteuil de président, si tant est que tout ce qu'on lui reproche ne peut pas être prouvé avec des preuves. Et c'est là que, dans nos États, on a un peu du mal à comprendre parfois. On s'accroche à un poste. Je pense qu'aujourd'hui, oui, je ne suis pas là, je suis toujours président et puis tout ça. Mais le fond même du sujet n'intéresse pratiquement personne. Oui, on vous reproche des choses. D'accord, ok, d'accord. Allons vers peut-être des juridictions compétentes qui vont mener des enquêtes et après vont nous situer. Si, monsieur, vous êtes blanc et qu'on fouille dans les dossiers qu'ils ont gérés à la tête de cette institution, qu'on se rend compte que ce sont les membres de la commission qui exagèrent, le monsieur retrouve son fauteuil. À mon avis, il pourrait même démissionner d'abord en tant que président avec ce sale dossier qui est là. Il s'agit quand même des droits de l'homme. Oui, justement, il s'agit quand même des droits de l'homme. Le temps de voir clair dans ce dossier et puis après, les juridictions compétentes. Là, la révocation ne constitue que l'acte 1 du processus pour en griffe dégager Clément Kapochichi de la tête de la CBDH, parce que j'ai cru entendre des conversations que j'ai eues avec des commissaires que la procédure va se poursuivre. Ça peut même l'amener devant la criette en raison de la consistance, de la nature des faits qui lui sont reprochés. Parce que là, on a parlé par exemple des pasteurs qu'il aurait amenés dans la commission avec qui il dealerait. C'est quoi? La criette connaît des situations de pasteurs? Oui, c'est ce que j'ai... Parce qu'on parle de passation de marché public. D'accord. Et dans ces marchés publics, il est reproché par exemple à Clément Kapochichi, dont la secrétaire particulière et d'autres membres de son cabinet seraient de la même église que l'église du pasteur qui obtient le marché. Ça, c'est une allégation par exemple qui, contre un président, de l'institution nationale des droits de l'homme, je pense que pour ça, il doit lui-même se défendre devant le juge. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y aurait un grand goût d'inachevé pour l'image de Clément Kapochichi et pour l'objectivité de cette procédure des commissaires frondeurs, il y aurait un goût d'inachevé si devant le juge compétent en matière criminelle, on ne situe pas les responsabilités liées à cette histoire. Parce que on parle par exemple de factures non normalisées qui sont délivrées pour des prestations de services et qui échappent par exemple à un contrôle financier régulier. Ça, c'est une allégation qui est grosse. Quelqu'un qui vous accuse de quelque chose comme ça, qui n'a pas suffisamment de preuves, il est en train de ternir votre image. Et quand vous êtes accusé de faits si graves, dans des allégations comme celle-là, vous devez également pouvoir vous blanchir devant le juge. Je ne vois pas, quand je vois un peu la tête des commissaires, leur profil et tout ça, s'ils n'ont pas suffisamment de preuves, je ne crois pas qu'ils s'engagent dans cette aventure-là. Parce que d'abord l'institution, et on l'a suffisamment dit sur ce plateau, l'institution vit pour défendre les droits des Béninois, pour défendre des droits. Et lorsque dans un État, on ne défend pas les droits, on ne jouit pas de ces droits, on n'a pas des structures du genre pour nous aider à sauvegarder des droits, c'est qu'il y a problème. Et si cette institution en arrive encore à créer des situations qu'on ne peut pas comprendre, des situations qui ternissent l'image de la structure, moi je pense qu'il y a problème. Et là, on doit s'interroger sur véritablement
ce que l'objectif que poursuivent ces commissaires-là ensemble, parce que en fin de compte, on dit que la responsabilité, elle est collégiale. Si aujourd'hui, ces commissaires-là ne se défendent pas pour montrer que c'est la seule personne de Clément Kapochichi, comme ils l'ont dit, qui est à l'origine de l'infortune dans laquelle se retrouve la structure, c'est qu'ils iront tous là où nous connaissons. Et ça n'est pas bien. Si le chef de l'État les a installés, ce n'est pas pour venir crier telle personne à voler, à pensionner, à mal agir, à amener un pasteur. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on est allé là-bas. Et eux-mêmes, ils doivent donner l'exemple de ce que, eh bien, ils sont des personnes intègres, des personnes capables de faire le job qu'on leur a confié. Sinon, des gens qui vont faire recours à eux, mais qui savent que celui-là, il ne donne pas des factures normalisées. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. L'orthodoxie financière, on aura du mal à est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui fait des prestations ou qui fait des... Enfin, oui, des prestations et qui n'obtient pas de facture normalisée et qui encaisse. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, les commissaires, par exemple, à la CBDH, sont des profils purement techniques. Même Clément Kapochichi en personne. Son parcours, directeur pays Amnesty International Bénin, ensuite dans le groupe de travail de l'ONU sur la torture, les exécutions sommaires extrajudiciaires, c'est quand même un profil. Et c'est pareil pour eux tous. Quand des techniciens en arrivent à être accablés par des situations comme celle-là, on se demande finalement à qui il faut confier le pays. Pour un technocrate pur et dur comme moi, je pense vraiment que quand on est dans des postures comme celle-là, il faut donner la très grande preuve. Aucun juge n'a encore établi. C'est pour ça que je parle d'accabler. C'est pour ça que je parle d'accabler. C'est pour ça que je parle d'accabler et j'ai tout le temps dit allégation pendant ce débat. On va continuer à examiner le sujet. Pendant qu'il se tiraille entre président et conseiller, les droits de l'homme en Berne. Doit-on dire d'ailleurs même oui, que... c'est la conséquence directe d'une telle situation. C'est la conséquence directe parce qu'aujourd'hui, d'abord, imaginez le sentiment qui règne aujourd'hui au niveau de cette commission. Nous avons une majorité quand même assez confortable qui soutient avoir évoqué le président. Encore que si nous étions dans une situation où du côté du président, on avait un certain nombre de membres qui étaient rangés de son côté, on pouvait comprendre quand même, quand toute une majorité estime que votre façon de gérer, il y a problème, c'est qu'il y a forcément matière. Et Franck l'a révélé, c'est parce que peut-être à leur niveau aussi, ils ont essayé de réunir un certain nombre d'éléments avant de s'engager dans cette dynamique-là. Donc, la conséquence, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'abord de s'occuper des questions de droit, n'est-ce pas, dans ce genre de conflit. Peut-être à leur niveau, il faille vraiment régler d'abord ce problème avant de s'occuper de ce dossier. Franck? Oui, les droits de l'homme ne sont pas pour autant en berne. C'est une situation certainement qui va se régler au fil du temps. Je veux croire que dans ce genre de situation, les populations, les citoyens peuvent toujours aller saisir la commission pour poser leurs préoccupations. Qui va appeler la séance? La vice-présidente on ne peut pas, en cas de crise, fermer les portes et déposer les clés quelque part et dire, bon, on ne reçoit plus rien. Il doit avoir dans leur architecture une solution lorsqu'il y a ce genre de situation. Donc, ce n'est pas pour autant en berne, mais je pense que c'est un coup que prend... on a vu quand même des rapports contestés. On a même vu à une époque aussi 2 rapports pour la même commission sur l'état des droits de l'homme. C'est pour cela que je parle de droits de l'homme en berne, parce que la situation ne date pas seulement de lundi. Il y a une crise véritablement entre les commissaires, William. Une crise de gestion, oui, mais sur la question, sur le fondement même de leur activité, je pense qu'ils se sont toujours... ils ont montré avec brio leurs compétences. Moi, pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions de droits de l'homme comme moi, je ne puis dire in extenso tout ce que cette commission a fait. Par exemple, dans la libération des détenus en détention préventive depuis des siècles dans nos prisons, il y a un travail de fou. En parlant de visites d'inspection dans le milieu carcéral au Bénin aujourd'hui, je pense que la commission fait un très grand travail. Et pour nous,
qui, dans les pays comme les nôtres, n'avons pas la culture forcément de la judiciarité complète dans certains dossiers, la commission a joué vraiment un rôle de médiateur de haut niveau, à plaider vraiment, parce que c'est une institution d'État, donc qui a la capacité d'être en discussion avec les différentes instances et les différents pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire. Et moi, je pense, en matière de documentation, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez connaissance de leur production normative, pas normative, de leur production d'appréciation appréciative de l'état des droits de l'homme au Bénin. Je ne sais pas si vous prêtez également attention à la volonté politique d'étendre même leurs compétences, notamment sur les questions liées à la détention, au milieu carcéral et tout. Donc moi je pense que les droits de l'homme sont... Bon, pas les droits de l'homme, mais la commission est en berne, en difficulté, va tourner un peu au ralenti, mais les droits de l'homme sont en bonne marche. Mais qu'on le veuille ou non, l'image du président aidait forcément, d'une manière ou d'une autre, à suivre certains dossiers courants qui sont en instance, qui sont en cours. Actuellement, je pense que on va d'une manière ou d'une autre, tergiverser là-dessus. Et parce que ce sont tous des hommes très bien connaisseurs du milieu judiciaire béninois, je doute que la procédure prenne le temps qu'elle va prendre. Je doute qu'on ne voit pas forcément clair, alors que le mandat en décembre, selon mes informations, doit finir. Je m'attendais à une commission des droits de l'homme qui finirait en standing ovation et qu'on reconduirait peut-être le Lanka Kochichi ou un autre membre de la commission viendrait avec des profils aussi techniques. Je pense que pour cette première expérience d'une commission très forte, avec des prérogatives vraiment très bien institutionnelles, ce hic est vraiment une tâche vraiment qui va maintenant avec cette commission, ça va être le dernier tour de table, Franck. Une longue procédure judiciaire et la bataille des arguments, parce que ça a commencé lorsqu'on a appelé Kapochichi, il a dit: moi je ne suis pas informé d'une AG, il faut aller demander à ceux qui vous ont confié qu'il y a AG de vous apporter les preuves. Je suis président, j'occupe toujours mon bureau et puis ça va. De l'autre côté, les gens ont dit qu'on est en train de tourner la page Clément Kapochichi parce que la procédure, ils sont en train de la suivre. Donc, il y aura un petit imbroglio au niveau de la commission, le temps que chacun retrouve ses esprits, que le juge les appelle pour dire: toi, reste à ta place, l'autre reste à sa place. Mais pendant ce temps, moi, je pense que on doit réfléchir davantage. Et j'ai souvent coutume de dire que pratiquement, c'est le chef de l'État ou les présidents dans les pays qui ont la vision de faire telle ou telle chose. Les gens qui doivent s'occuper, qui doivent décliner ces visions-là en actes concrets, peut-être qu'ils ont une autre vision. Sinon, une commission de ce genre, on ne devrait jamais en arriver là. On devrait tout faire pour sauvegarder l'image, parce que l'image compte beaucoup dans la réussite. Est-ce qu'elle en a encore une, cette commission? Oui, je pense qu'elle joue sa crédibilité, et si elle sort avec brio, c'est-à-dire si on situe réellement les responsabilités, les allégations sont infimées ou non ou confirmées, mais devant les instances judiciaires compétentes en la matière, je pense que la crédibilité sera restaurée, et ce sera même une crise d'émulation. Ce sera, je sais pas, ce sera une mue qui est faite par la commission pour davantage se crédibiliser pour le prochain mandat. Moi, je pense que c'est une invite à tous les techniciens de ce pays, à toutes les compétences, à divers niveaux dans ce pays. Quand c'est un cortège de compétences pour une mission républicaine, moi, je pense que tout peut nous diviser, sauf des questions personnelles, des intérêts personnels, et surtout, on peut tout nous reprocher, sauf la matière pour laquelle nous travaillons. Parce que, comme un activiste des droits de l'homme me le disait dans la foulée de cette actualité, quand on est défenseur des droits de l'homme, à la gestion, pendant que vous avez une instance de décision, pendant que vous disposez du pouvoir à la tête, vous avez une responsabilité, le mot me vient, vous êtes doublement regardé. Les gens vous observent du point de vue de votre parcours, des idéaux, des convictions que vous avez défendues toute votre vie, et aussi en raison des prérogatives qui sont les vôtres, les missions que vous avez, les garanties que vous devez assurer aux autres concitoyens dans la République en raison de vos responsabilités. Eric ? Oui, vous savez, généralement, quand ces cas arrivent dans des instances politiques, on critique toujours cela, surtout quand c'est des personnalités politiques, voilà. Et quand ça rentre dans une structure aussi importante qui doit
bien entendu, fait preuve d'éthique. On s'étonne un peu. Et donc, comme l'a dit William, l'institution joue sa crédibilité. Et donc, ils ont intérêt à faire en sorte que la lumière soit faite, de sorte que la responsabilité soit partagée, pour que chacun retourne à sa mission première, de défendre les droits humains de chaque Béninois. Cela ne doit pas non plus nous amener à oublier qu'ils ont fait un travail excellent. William l'a assez rappelé. Si tant est qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont passés à un classement A en tant qu'instance importante qui s'occupe des questions de droits humains, c'est forcément que cela a été motivé par un travail qui a été fait. Aujourd'hui, vous avez des Béninois qui ont retrouvé la liberté comme vous et moi parce que cette commission a fait un très bon travail. Donc je pense que la mission de cette commission, elle est toujours importante. Maintenant, il faudra aussi voir, à chaque positionnement de ces personnes aussi, comment est-ce que le choix est fait. Est-ce qu'une enquête est menée sur la vie de chaque membre, de sorte vraiment à s'assurer de, voilà... La moralité, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Oui, la moralité. William c'est désolé, tout à l'heure, on a quand même de grands hommes avec des parcours intéressants, des profils assez techniques assez intéressants, des profils rigoureux, pratiquement intègres aussi, doit-on dire, parce qu'on ne travaille pas à l'international parce qu'on traîne des casseroles chez soi à la maison. C'est curieux que notre système soit ainsi. Des gens qui sont très exemplaires à l'international, des gens qui sont très efficaces, très bons dans leur domaine, qui sont rigoureux, qui sont vraiment rigoureux avec eux-mêmes, surtout quand ils gèrent leurs propres affaires. Et puis, quand on les nomme, ils deviennent une calamité et ce n'est pas... C'est vrai que dans ce cas précis, on doit porter un peu de gants. Oui, mais je ne parle pas spécifiquement du cas de la commission. Je parle un peu de ce qu'on peut constater en matière de gestion par les Béninois. Finalement, c'est le système qui favorise cela. Attendons que Tanguy soit nommé un jour. C'est une excuse assez facile, je pense. On a les journalistes qui ont accédé à des fonctions, qui ont relié toute la réputation professionnelle qu'ils ont construite. Je ne dis pas que ce sera le cas de Tanguy, mais ce ne sera pas une première. Il n'aura pas inauguré quelque chose. J'ai vu quelqu'un se battre, en effet, dans ce pays pour la liberté de presse et qui était tellement content qu'on ferme Soleil FM. C'est bizarre. Justement. Ils sont nombreux. Allez, moi, je suis la théorie a un grand fossé avec la pratique. Bon, on attend donc tous quatre d'être à la pratique et de comprendre ce qui se passe là-bas. Allez, on va parler un peu de ce qui ne nous touche pas directement, même si cela nous touche quand même, les sifflements de balles et les éclatements de bombes sur la bande de Gaza. Ça fait quand même plusieurs jours que ça ne s'arrête pas. On est à 5000 morts maintenant côté palestinien. La crise est plus forte que jamais. Ça fait quand même 80 ans environ que cela dure. On n'a pas une solution, William. On n'a pas une solution parce qu'on a décidé de ne pas en avoir. Vous savez, c'est ce qui se joue au Moyen-Orient est là, pour moi, l'expression même de l'hypocrisie diplomatique et de l'expression même du darwinisme en diplomatie ou en relations internationales. Le plus fort demeurera éternellement fort parce qu'il a les armes. Oui, la communauté internationale avec toute la grande attention, Macron, Biden, sur Israël, alors que d'une manière ou d'une autre, ça nous a permis d'éviter un peu de parler de la crise ukrainienne, de parler des crises qui sont de là-bas. Qu'est-ce qu'on reproche à la Russie? C'est d'être en train d'envahir un territoire indépendant. Qu'est-ce qu'on reproche alors à Israël? Qu'est-ce Israël fait on l'encourage dans la bande de Gaza? La bande de Gaza, c'est un éternel problème entre la Palestine et Israël. Entre l'autorité, d'accord, du moins entre l'autorité palestinienne et les autorités légitimes et légales de Tel Aviv, qui a pouvoir ou qui a bombardé en répondant à une attaque terroriste du Hamas qui dure depuis longtemps. Avec quelle arme est-ce quand on bombarde des hôpitaux? Vous savez, quand on a bombardé Zaporizhzhia en Ukraine avec la centrale électrique, tous les médias occidentaux, de médias francophones nous ont dit les Ukrainiens mourront cet hiver parce qu'ils n'auront aucun... Mais quand on bombarde Gaza, on bombarde des hôpitaux, on attaque, et que des chefs d'État, des pays promouvant les droits de l'homme descendent en séance de travail d'urgence pour donner leur soutien à des États qu'ils font. Et quand on sait que Israël a été créé d'une manière ou d'une autre artificiellement à la suite de la Seconde Guerre mondiale au profit
de la présence occidentale au Moyen-Orient contre les intérêts éternels du monde arabe, moi je me dis parfois, on a envie, Est-ce que vous avez nous compris éclaire quelque pas. chose à ce défilé des puissances là-bas à Tel Aviv? Je ne sais pas franchement. Non seulement Biden, il a exhorté son congrès à vraiment voter beaucoup de choses et il envoie beaucoup d'âmes là-bas, il envoie beaucoup de sous là-bas, mais il s'oblige à descendre là-bas. Le français va aussi là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Oui, la question, elle est très bien posée, mais la réponse, c'est que ce que l'Israël représente pour l'État américain n'est pas la même chose que la Palestine. Toute la question est là. Donc, il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux de côté israélien. Et c'est ce qui amène ces puissances à s'aligner. Aujourd'hui, Oui, Israël peut être aussi... Mais vous avez une très longue histoire de coopération entre l'Israël et puis les États-Unis. Armement, technologie, santé, tout ce que vous voulez. Que vous dira que la force des Noirs a construit les États-Unis, l'intelligence juive l'a façonné. Absolument. Donc, on vous dira même que à chaque élection, vous avez une forte implication de la classe israélienne qui vraiment intervient aux États-Unis. Et donc, ces rapports sont là. Et quand ces moments arrivent, les amis sont obligés, n'est-ce pas, dans ce genre de situation, de s'allier. Voilà. Et je pense que nous vivons encore une forme d'injustice internationale dans ce qui se joue encore dans la bande de Gaza. William a donné une caricature. Pourquoi vous parlez de justice? Oui, parce que vous avez Tel Aviv qui est tranquille. Vous savez, qui se fait surprendre dans une agression qui fait autour de 600 morts parmi des civils. Ça n'est pas la première attaque. Il faut réagir. Quand justement, on ne peut pas prendre seulement cette attaque pour apprécier la situation. C'est un conflit vieux depuis toujours. Et de la même façon que le Hamas qui a revendiqué cette attaque, n'est-ce pas, cherche justement à répondre à des attaques du côté israélien, c'est de cette même façon que l'Israël attaque aussi la Palestine. Et depuis toujours. Et on sait ce que le Hamas montre depuis des siècles. Le Hamas jamais la communauté. Et donc toutes les fois que du côté palestinien on est su des attaques, jamais la communauté internationale ne s'est positionnée du côté de la Palestine pour la recherche d'une justice, ou peut-être renforcer la Palestine pour répondre aussi à d'autres attaques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est aujourd'hui que le monde se réveille, parce que c'est pour la première fois d'ailleurs que du côté palestinien, on a pu organiser une attaque avec autant de résultats. Je ne me réjouis pas de ça, c'est un fait, c'est ce qui a été dit justement avec des otages israéliens sur le sol israélien, la façon dont cette opération a été menée et puis tout ça. On a le sentiment que c'est aujourd'hui que ce conflit a démarré. Non, ce conflit n'a pas démarré aujourd'hui. Quand un Israélien paie la vie dans ce conflit, c'est peut-être 1000 Palestiniens en termes de représailles. Vous exagérez. Oui, mais ce sont les chiffres que les médias internationaux en La France, par exemple, fait partie de l'un des premiers pays à reconnaître l'Israël et depuis 70 ans entretient de très bonnes relations avec ce pays-là. Alors, depuis le 7 octobre, on parle de ces attaques-là, où de plus en plus aujourd'hui, j'ai pu lire sur la presse, dans la presse, que des citoyens israéliens, chacun veut détenir maintenant au moins une arme chez lui. Et les demandes de port d'armes se multiplient en Israël. Des gens, c'est peut-être à leur corps défendant, mais ils n'ont plus confiance en la police pour les défendre, tout simplement parce que du jour au lendemain, des gens peuvent venir tuer vos enfants, votre femme devant vous et vous éliminer, et puis on finit avec cette famille-là. Ensuite, nous avons vu une certaine, comment dirais-je, une division du monde. Moi, je dirais même que le monde est en ébullition après la guerre en Russie, où on a vu toutes les conséquences sur les pays africains. Les pays se positionnent. Vous avez le bloc occidental qui soutient fermement l'Israël. Et vous demandez pourquoi autant de soutien. Les gens vendent des armes. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des commerces les plus fructueux aujourd'hui au monde. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, tout ce que vous voulez, toutes ces grandes puissances qui soutiennent l'Israël, qui a priori est en train d'organiser une certaine, disons, sa défense, dit-on. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est disons, les conséquences de cette guerre-là, de cette instabilité-là dans le monde. Vous voyez aujourd'hui, et au cœur, il y a des questions religieuses.
Là où On s'en va progressivement vers un clivage du monde. Voilà, un clivage du monde. Organisé par... Parce que même nos petits pays, j'allais finir, nos petits pays africains qui se cherchent encore, qui n'ont pas encore nourri leurs citoyens 3 fois par jour, prennent aussi des positions. J'ai vu Macky Sall qui s'est prononcé, le Maroc, l'Égypte, ces petits pays, la souffrance encore reste un problème à régler. Donc vous voyez combien de fois ça crée. Est-ce que ça va d'ailleurs le premier pays arabe en 79 à normaliser ses relations avec Israël? Au nom de quoi? Au nom des rapports économiques. C'est-à-dire ce clivage entre le monde arabe et le monde juif, on renonce à son arabité, si ça existe en griffe, pour accepter que les Juifs investissent, permettez le thème, le territoire palestinien et les colonies sans que, sans avoir un état d'âme pour ses frères arabes. Moi, je pense que toutes les fois que la communauté internationale sera assise sur cette injustice internationale où c'est du 2 poids 2 mesures, c'est en fonction des peuples qu'on taille. C'est en fonction. Quand vous parlez des soutiens des puissances des États africains, j'aime la position de l'Afrique du Sud, qui depuis toujours, depuis le début de ce conflit, depuis les années-lumière, a toujours dit qu'un peuple a droit à l'autodétermination et que la Palestine ne doit pas être investie par Israël de cette façon. Quand on surfe sur de petits détails des conventions internationales pour empêcher un peuple de s'appartenir, d'être lui-même, parce qu'on a besoin d'être présent dans une région du monde, parce qu'on a besoin d'utiliser son influence dans une région du monde pour être stratégique et géopolitiquement fort, permettez qu'il y en a qui aient des réserves, même s'ils sont d'ardents défenseurs des droits de la personne humaine. Ça va continuer, hein? En tout cas, ad vitam aeternam, doit-on dire, parce que on a l'impression que chaque partie ne veut pas en démordre. Et puis Israël, vous l'aviez dit, a commencé à conquérir des cœurs dans le monde arabe, ce qui explique d'ailleurs que les attitudes soient assez timorées, les positions traînent par rapport justement à cette crise-là. On verra bien ce que ça va donner, Eric. Le fait même que les positions traînent, c'est aussi une forme de position. Vous en avez qui vont rester silencieux, qui vont assister à ce qui se passe là-bas. On fera de la Palestine la Syrie d'aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui, Afghanistan, tout ce qu'on a vu, où nous sommes là, les puissances étrangères se mobilisent, se réunissent, et puis l'Irak, ils mènent des opérations. C'est peut-être 20 ans après qu'on se rendra compte que, écoutez, c'était une erreur. Pendant ce temps, on a déjà perdu des milliers de vies. Actuellement, il y a des déplacés en Palestine, on ne sait même pas, enfants, femmes, comment ça va se passer, puis tout ça. Je pense que on doit pouvoir s'inspirer aussi de ce qui se passe là-bas. Moi, quand vous voyez comment ces pays, le niveau de coopération qui les amène, à chaque fois qu'il y a une situation, on se mobilise. Chez nous, c'est un peu différent. Regardez les crises que nous avons connues sur notre continent. Quand ça touche tel pays, chaque pays reste singulier dans son coin, et puis on observe, la Côte d'Ivoire on a vécu cette crise, les pays même voisins, on a observé ça. Est-ce que nos gouvernants ont même des positions? Les positions sont toujours conditionnées, ils ont des positions toujours motivées. Nous n'avons pas de position, il faut avoir des armes, il faut avoir de l'argent. On a bien de ces deux éléments. Vous savez qu'il y a des sujets qui opposent, parce que j'ai Jacques Degbé à l'antenne. Vous savez, il y a des sujets qui opposent les Américains et les Chinois. Mais pourtant, ils ont des coopérations en termes Les accords commerciaux sont les plus étanches. Voyez-vous. Alors, chez nous, regardez le voisinage que nous avons. Je ne le souhaite pas. Je suppose qu'un pays voisin vit une crise. Est-ce qu'on a développé ce genre de coopération qui permet à un État voisin d'aller au secours d'un autre État? Je crois que au nom même des le rapports Burkina et le Mali ont signé des accords récemment, ça devrait nous édifier. Voici la rubrique économie ce matin.